Mon frère, l'enfant chéri de la famille, le Golden Child, comme ils disent, m'a rabaissé devant tout le monde au réveillon de Noël. Tu n'es qu'une clocharde, une rien du tout. Il avait même engagé un détective privé pour prouver ma misère après que j'ai coupé les ponts avec cette famille toxique. Mes parents ricanaient, leurs yeux pétillants de mépris, attendant mon humiliation publique. Mais exactement 30 minutes plus tard, le rapport du détective est arrivé sur la table. Et soudain, un silence de mort a envahi la pièce. Ce soir-là, ils ont appris que le karma ne pardonne jamais. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Avant de vous raconter comment j'ai détruit l'ego de mon frère avec une simple feuille de papier, j'aimerais savoir d'où vous écoutez cette histoire. Êtes-vous à Paris, Lyon, Marseille, ou peut-être au Québec ou en Belgique? Et quelle heure est-il chez vous? Dites-le moi en commentaire, j'adore lire vos réponses. Maintenant, préparez-vous, car cette histoire de vengeance va être savoureuse. Tout a commencé par une vibration. Une simple vibration de téléphone qui a failli me faire lâcher une grappe de raisin pinot noir d'une valeur inestimable. J'étais dans les vignes, mes bottes s'enfonçaient dans la terre grasse de Bordeaux. L'air était vif, chargé de l'odeur de la terre humide et du bois de chêne. Ici, personne ne m'appelait la ratée. Ici, j'étais madame la directrice, l'experte que l'on consultait pour sauver des millésimes en danger. Mais ce jour-là, le 23 décembre, mon téléphone professionnel, celui que je gardais pour les urgences absolues, a affiché un nom que je n'avais pas vu depuis 5 ans, maman. Mes doigts, habitués à manipuler les sarments de vigne avec précision, se sont mis à trembler. J'ai dû poser mon sécateur pour ne pas me blesser. Le message était court, brutal, sans aucune formule de politesse. C'était du Chantal tout craché. Ton grand-père Marcel va mourir. Les médecins disent qu'il ne passera pas l'année. Si tu as encore un peu de conscience, rentre pour le réveillon. Et par pitié, ne nous fais pas honte devant les invités de Tanard. Passe par la porte de service. La porte de service. En lisant ces mots, je n'étais plus Ombeline, 31 ans, propriétaire d'une entreprise florissante. J'étais de nouveau cette gamine de 26 ans, tétanisée dans le salon familial, le soir où tout a basculé. Le souvenir m'a frappé comme une gifle. C'était il y a 5 ans. J'avais passé 3 mois à tricoter une écharpe en laine mérinos pour ma mère. Je n'avais pas d'argent à l'époque, je venais de quitter l'école de commerce pour me lancer dans l'agriculture, un choix qu'il considérait comme une déchéance sociale. Je revois encore la scène. Le feu crépitait dans la cheminée du château. Tanard, mon frère aîné, venait d'offrir à mère un sac à main de créateur valant 3 fois mon loyer annuel. Elle l'avait serré contre elle comme un nouveau-né. Puis, j'avais tendu mon paquet mal emballé. Elle l'avait ouvert du bout des doigts, comme si elle manipulait un déchet toxique. Elle avait soulevé l'écharpe, l'avait regardé avec un rictus de dégoût, et l'avait laissé tomber sur le canapé. C'est gentil, Ombeline, avait-elle dit d'une voix traînante. Mais tu sais bien que la laine me gratte. Et cette couleur, ça fait vraiment pauvre, tu ne trouves pas? Tanard avait éclaté de rire. Un rire gras, suffisant. Il s'était approché de moi, m'avait tapoté la tête comme on le fait avec un chien idiot. Laisse tomber, sœurette. Tu n'es pas faite pour ce monde. Regarde-toi. Tu pues la terre. Tu es une tache sur le tableau de famille. Ce soir-là, je suis partie sans un mot. J'ai marché 3 kilomètres sous la neige jusqu'à la gare, jurant de ne plus jamais revenir. Et maintenant, 5 ans plus tard, il me sifflait comme on siffle un chien errant. Rentre. Passe par la porte de service. J'ai regardé l'écran de mon téléphone. J'aurais dû l'éteindre. J'aurais dû les bloquer à nouveau. Mais l'image de Papy Marcel m'est venue à l'esprit. C'était le seul qui m'avait appris à aimer la terre. Le seul qui m'avait dit un jour, Ombeline, tu as l'or dans les mains, pas dans le portefeuille. Si je n'y allais pas, Tanard allait vendre les vignes de grand-père dès son enterrement. Je le savais. C'était pour ça qu'il organisait ce grand réveillon. J'ai pris une grande inspiration, remplissant mes poumons de l'air pur de mes propres terres. J'ai tapé une réponse, mes pouces frappant l'écran avec une force inutile. J'arrive. Je pensais que le pire serait de revoir leur visage. Je me trompais.
Une minute après mon message, une autre notification est arrivée. C'était Tanar. J'espère que tu as faim, la clocharde. J'ai prévu une petite surprise pour toi ce soir. J'ai hâte de voir ta tête quand tout le monde saura à quel point tu es tombé bas. Je ne savais pas encore de quoi il parlait. Mais j'ai senti un froid glacial me parcourir l'échine, bien plus froid que le vent de décembre. Le voyage de retour a été une métamorphose digne d'une actrice oscarisée. À Bordeaux, je suis montée dans ma voiture avec chauffeur. Je portais un tailleur italien coupé sur mesure, une montre discrète mais valant le prix d'une petite berline, et je gérais par téléphone des contrats de plusieurs millions d'euros avec des importateurs japonais. J'étais la reine de mon propre royaume. Mais arrivé à Paris, j'ai demandé au chauffeur de s'arrêter près d'une consigne de gare. J'avais préparé le costume. Dans les toilettes de la gare de Lyon, j'ai retiré le tailleur de soie. J'ai enfilé un jean délavé que j'avais acheté en friperie, un pull qui boulochait légèrement au coude, et une parka qui avait vu des jours meilleurs. J'ai retiré mes bijoux. J'ai effacé mon maquillage sophistiqué pour laisser apparaître mes cernes, le résultat de semaines de travail acharné, mais qui passerait facilement pour de la fatigue due à la pauvreté. Je me suis regardée dans le miroir piqué des toilettes publiques. La femme qui me regardait n'était plus la PDG de VTI. C'était Ombeline la ratée. Ombeline la honte. J'ai sorti mon téléphone, le vieux modèle à l'écran fissuré que je gardais uniquement pour communiquer avec eux, et j'ai vérifié mes comptes bancaires sur mon autre appareil sécurisé. Solde courant, 8 chiffres. Portefeuille d'investissement, en hausse de 12%. J'ai souri à mon reflet. Un sourire triste, ironique. Puis, je suis allé au guichet automatique et j'ai retiré 50 €. Un billet de 50. J'ai froissé le billet, je l'ai plié en 4 et je l'ai mis dans la poche de mon jean. C'était tout ce que j'étais censé avoir. Le train TGV vers Dijon était bondé. J'ai voyagé en seconde classe, coincé entre un étudiant qui écoutait de la musique trop fort et une dame qui transportait un chat miaulant. C'était parfait. Je devais m'imprégner de cette fatigue, de cette lourdeur. Je devais être crédible. À mi-chemin, mon téléphone sécurisé a vibré dans ma poche intérieure. C'était une alerte rouge de mon chef de la sécurité informatique. Madame, tentative d'intrusion détectée sur vos dossiers fiscaux personnels. Niveau de menace, faible mais persistant. J'ai froncé les sourcils. Qui s'intéresserait à mes dossiers personnels? Mes concurrents s'intéressaient à mes brevets technologiques, pas à ma vie privée. Tracer l'IP, ai-je répondu. La réponse est arrivée 3 minutes plus tard, alors que le train traversait les champs enneigés de la Bourgogne. Adresse IP localisée à Lyon. Agence de détectives privés Vasseur et Associés. Commanditaire probable, recherche en cours. Vasseur. Le nom me disait quelque chose. C'était un fouineur bas de gamme que les riches familles lyonnaises engageaient pour espionner les maris infidèles. Pourquoi un détective s'intéresserait-il à moi? Et là, les pièces du puzzle se sont assemblées. Le message de Tanar, j'ai prévu une petite surprise pour toi, quand tout le monde saura. Mon frère n'avait pas seulement l'intention de m'humilier avec des mots. Il voulait des preuves. Il avait engagé un détective pour fouiller dans ma vie, espérant trouver des dettes, des avis d'expulsion, ou peut-être un casier judiciaire. Il voulait projeter ma misère sur grand écran. Mon sang n'a fait qu'un tour. Il pensait tenir le fouet, mais il venait de me donner le bâton pour le battre. J'ai immédiatement appelé mon avocat, Maître Cyprien. Cyprien, annule tes vacances au ski. On a un problème. Ou plutôt, une opportunité. Ombeline? Qu'est-ce qui se passe? Tu es où? Je suis dans un train, déguisé en Cendrillon avant le bal. Écoute-moi bien. Je veux tout sur l'agence Vasseur. Et je veux que tu me retrouves à Lyon dans 2 heures. Nous avons un rendez-vous imprévu avec un détective. J'ai raccroché et regardé le paysage défiler. Les vignes nues sous la neige ressemblaient à des squelettes. Tanar voulait jouer au détective? Très bien. Je allais lui donner une leçon d'investigation qu'il n'oublierait jamais. L'agence Vasseur se trouvait dans une ruelle sombre du vieux Lyon, coincée entre un restaurant kebab et une boutique de réparation de téléphone. L'escalier sentait le tabac froid et l'humidité.
C'était exactement le genre d'endroit où l'on venait pour acheter des secrets sordides. J'ai monté les marches 4 à 4, mon costume de pauvre jouant parfaitement son rôle. J'ai poussé la porte sans frapper. Un homme d'une cinquantaine d'années, le visage marqué par l'alcool et les nuits blanches, était affalé derrière un bureau encombré de dossiers. Il a levé les yeux, surpris. « On est fermé, mademoiselle. Si c'est pour une pension alimentaire impayée, revenez demain. » Je n'ai pas répondu. J'ai avancé dans la pièce, mes baskets usées crissant sur le lino bon marché. J'ai sorti mon téléphone, le vrai, le dernier modèle ultra sécurisé, et je l'ai posé sur son bureau, face à lui. « Monsieur Vasseur, je présume, » ai-je dit d'une voix calme, trop calme pour mon apparence. Il a froncé les sourcils, regardant tour à tour mon visage fatigué, mes vêtements bon marché, et ce téléphone hors de prix qui dénotait totalement. « C'est qui, vous » a-t-il grogné. « Je suis le sujet de votre enquête actuelle. » Dossier, Valois. La sœur de Tannard. Il a sursauté. Sa main a instinctivement glissé vers un dossier bleu posé près de sa tasse de café. Un geste qui l'a trahi instantanément. « Écoutez, ma petite dame, » a-t-il commencé, essayant de reprendre de la contenance. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais l'intrusion est illégale. Sortez avant que j'appelle la police. » J'ai souri. J'ai retiré ma main de ma poche. Pas pour sortir une arme, mais pour défaire lentement la montre que j'avais gardée au fond de mon sac à main, juste au cas où. Une Patek Philippe Nautilus. Je l'ai laissée tomber sur le bureau. Le bruit lourd du métal précieux contre le bois a fait écarquiller les yeux du détective. Il connaissait la valeur des choses. Il savait que cette montre valait plus que son bureau, sa voiture et son appartement réunis. « C'est une vraie » a-t-il bégayé. « Plus vraie que les dents de ma mère » ai-je répondu sèchement. « Elle vaut 45 000 € à la revente immédiate. Elle est à vous. Maintenant. » Il a tendu la main, mais je l'ai recouverte de la mienne. « À une condition, Vasseur. Je veux voir ce que vous avez trouvé sur moi. Et je veux savoir ce que mon frère vous a demandé exactement. » L'avidité a combattu la peur dans ses yeux pendant une seconde. L'avidité a gagné. Il a pris le dossier bleu et l'a ouvert. « Votre frère, c'est un radin » a-t-il lâché, comme pour se dédouaner. « Il m'a versé un acompte misérable. Il veut que je trouve des preuves que vous êtes ruiné. Dette, expulsion, n'importe quoi. Et qu'avez-vous trouvé ?» Vasseur a eu un rire nerveux. « Rien. C'est ça le problème. Vous êtes un fantôme. Pas de dette, pas de casier. Mais pas de revenus déclarés non plus sous votre nom de jeune fille. J'allais lui dire que je n'avais rien. C'était normal. Tous mes biens étaient au nom de ma société ou de holdings. Mais, a-t-il ajouté en baissant la voix, en fouillant les comptes de la famille pour vérifier les transferts, j'ai trouvé autre chose. Sur lui. Mon cœur a raté un battement. Sur Tannard ? Vasseur a ouvert un tiroir et en a sorti une autre chemise, rouge cette fois. J'ai vérifié sa solvabilité pour être sûr qu'il me paierait le reste de mes honoraires. Et disons que, les chiffres ne collent pas. Il y a des trous énormes dans le fonds de gestion familiale. Des virements vers des plateformes de crypto-monnaie basées à Malte. Et surtout, il a sorti une feuille. C'était une copie d'un acte notarié, daté de la semaine prochaine. Il a préparé une hypothèque sur le château de Valois. Il compte le mettre en garantie pour couvrir ses pertes avant l'audit annuel de janvier. J'ai senti la nausée monter. Le château. La maison de Papy Marcel. Tannard allait vendre le toit au-dessus de la tête de notre grand-père pour payer ses dettes de jeu. J'ai repoussé la montre vers lui. Gardez-la. Mais voici ce qu'on va faire. Vous n'allez pas dire à Tannard que vous n'avez rien trouvé. Vous allez lui donner ce dossier. J'ai sorti de mon sac une enveloppe que j'avais préparée dans le train avec Cyprien. Elle contenait des faux avis d'impayés et une fausse lettre de licenciement d'un fast-food. Donnez-lui ce qu'il veut voir. Laissez-le croire qu'il a gagné. Et ce soir, à 20 heures précises, je veux que vous veniez au château avec le vrai rapport. Celui sur Tannard. Vasseur a caressé le cadran de la montre. Un sourire tordu est apparu sur son visage.
Avec plaisir, patronne. J'adore les fêtes de famille. La neige tombait dru quand le taxi m'a déposé au pied de la longue allée de platanes menant au château de Valois. Le chauffeur m'a regardé dans le rétroviseur, hésitant. Vous êtes sûre que c'est ici, mademoiselle? C'est une propriété privée, il y a des chiens. Je sais, ai-je répondu en lui tendant mes derniers billets. C'est ma famille. Enfin, c'est ce qu'il paraît. J'ai marché les 500 derniers mètres à pied. Le vent glacial me fouettait le visage, mais ce n'était rien comparé à la tempête intérieure qui grondait en moi. Le château brillait de mille feux. Des guirlandes lumineuses ornaient chaque fenêtre, un sapin gigantesque trônait dans la cour d'honneur. Des Porsche, des Mercedes et des Maserati étaient garés en épis sur les graviers. C'était une démonstration de richesse vulgaire, bruyante, excessive. Tout ce que Tannard aimait. Je suis arrivé devant la grande porte en chêne. J'ai levé la main pour frapper le heurtoir en bronze, mais la porte s'est ouverte brusquement. C'était ma mère, Chantal. Elle portait une robe de soirée rouge sang, des diamants à son cou qui devaient valoir plus que la retraite d'un ouvrier. Elle tenait une coupe de champagne. En me voyant, son sourire d'hôtesse s'est effondré pour laisser place à une grimace de dégoût pur. Elle ne m'a pas dit « bonjour ». Elle ne m'a pas dit « joyeux Noël ». Elle n'a même pas dit « comment vas-tu ». Ses premiers mots ont été « regarde tes chaussures. Tu as de la boue. Ne t'avise pas de marcher sur le tapis perçant du hall. Fais le tour par la cuisine. » J'ai baissé les yeux. Mes baskets étaient effectivement sales à cause du chemin. Mais c'était son cœur qui était pourri. « Bonsoir, maman », ai-je dit doucement. « Ne m'appelle pas comme ça devant les invités », a-t-elle sifflé en regardant nerveusement par-dessus son épaule. Tannard est en train de discuter avec des investisseurs importants. Si on te demande, tu es une cousine éloignée qui a des problèmes. Tiens. Elle a fouillé dans sa pochette et m'a tendu un billet de 20 € froissé, comme on donne un pourboire à un livreur. Va t'acheter quelque chose de décent si tu veux rester. Ou mieux, reste dans la cuisine et aide Maria à faire la vaisselle. Au moins, tu serviras à quelque chose. J'ai pris le billet. Il brûlait mes doigts. J'avais envie de le déchirer, de lui jeter au visage, de lui hurler que je pouvais acheter ce château et tout ce qu'il contenait sans même appeler ma banque. Mais je me suis retenue. Patience, Ombeline. Le dessert sera servi froid. J'ai contourné la maison dans la neige, longeant les fenêtres illuminées. À l'intérieur, je voyais mon père, Hubert, rire aux éclats avec un banquier. Je voyais Tannard, mon frère, tenir la cour devant un groupe de jeunes femmes admiratives. Il avait l'air d'un prince. Un prince voleur. Je suis rentré par la porte de service, accueilli par l'odeur de la dinde au marron et le bruit de la vaisselle. Maria, la vieille cuisinière qui était là depuis mon enfance, a lâché son torchon en me voyant. Mademoiselle Ombeline, s'est-elle exclamée en courant vers moi pour me serrer dans ses bras. Elle sentait le thym et le savon. C'était la première étreinte sincère que je recevais depuis des années dans cette maison. Oh mon Dieu, vous êtes toute maigre, a-t-elle murmuré en voyant mes vêtements. Ils vous ont fait quoi? Tout va bien, Maria, ai-je menti en lui caressant le dos. Où est grand-père? Dans sa chambre, au rez-de-chaussée. Ils l'ont descendu pour la soirée, mais ils l'ont mis dans le petit salon du fond, pour ne pas gêner, comme dit monsieur Tannard. J'ai senti une boule de rage se former dans ma gorge. Ils avaient parqué le patriarche, l'homme qui avait tout construit, dans un coin comme un vieux meuble encombrant. Je me suis dirigé vers le petit salon. Franchement, mettez-vous à ma place une seconde. Votre propre mère vous interdit l'entrée principale le soir de Noël parce que vos chaussures sont sales, et elle vous traite comme une domestique. Qu'auriez-vous fait? Auriez-vous fait demi-tour pour partir, ou seriez-vous resté pour vous battre comme je l'ai fait? Dites-moi en commentaire, partir ou rester? J'ai vraiment besoin de savoir si je suis la seule à être aussi obstinée. Le petit salon était mal chauffé. Papy Marcel était assis dans son fauteuil roulant, une couverture écossaise sur les genoux. Il regardait par la fenêtre, fixant l'obscurité où l'on devinait les rangées de vignes endormies. Il avait terriblement vieilli. Sa peau ressemblait à du papier parchemin, ses mains,
autrefois si forte capable de tordre un CEP de vigne, tremblait posée sur les accoudoirs. Une canule d'oxygène lui barrait le visage. Je me suis agenouillée près de lui. Papy. Il a tourné la tête lentement. Ses yeux, voilés par la cataracte, se sont éclairés d'une lueur que je croyais éteinte. Ma petite pousse de vigne, a-t-il chuchoté. Sa voix était un sifflement, mais elle contenait plus d'amour que tous les discours de Tanar réunis. Il a levé une main tremblante pour toucher ma joue. Il a froncé les sourcils en sentant la texture rêche de mon pull bon marché. Ils disent que tu as échoué, Ombeline. Ton père dit que tu vis dans la rue. J'ai pris sa main et je l'ai embrassée. Je ne pouvais pas lui dire la vérité maintenant, pas ici, où les murs avaient des oreilles. Ne crois pas tout ce qu'ils disent, papy. Je me débrouille. Il a serré ma main avec une force surprenante. Écoute-moi bien. Tanar, il tourne autour du notaire comme un vautour. Il veut vendre les parcelles du Clos des Fées. Celles que j'ai plantées avec ta grand-mère. Le Clos des Fées. Le cœur du domaine. Les meilleures vignes, celles qui produisaient le grand cru. Il dit qu'il faut moderniser, qu'il a besoin de liquidités pour son fonds d'investissement, a continué grand-père, une larme roulant sur sa joue. Mais je sais qu'il ment. Il a peur. Je l'entends crier au téléphone quand il croit que je dors. Il doit de l'argent, Ombeline. Beaucoup d'argent. Je sais, papy, ai-je murmuré. Je sais tout. Promets-moi, a-t-il insisté, ses doigts s'enfonçant dans ma chair. Promets-moi que tu ne le laisseras pas détruire ce que nous avons construit. Cette terre, c'est notre sang. J'ai regardé cet homme qui m'avait appris à goûter le raisin, à respecter les saisons, à être humble face à la nature. Tout ce que Tanar et mes parents n'étaient pas. Je te le promets, papy. Ce soir, je vais nettoyer le jardin. Je vais arracher les mauvaises herbes. À ce moment-là, la porte s'est ouverte. Tanar est entré, un verre de whisky à la main, le visage rouge et luisant. Il portait un smoking en velours bleu nuit qui coûtait probablement plus cher que la voiture du détective Vasseur. Ah, voilà la réunion des éclopés, a-t-il lancé d'une voix forte et pâteuse. Le vieux qui bave et la jeune qui mendie. Quelle belle image de Noël. Il s'est approché, dominant la pièce de sa haute taille. Il m'a regardé de haut en bas avec un mépris si pur qu'il en était presque admirable. J'espère que tu as profité de tes retrouvailles, Ombeline. Parce qu'après ce soir, tu ne remettras plus jamais les pieds ici. J'ai de grands projets pour cet endroit. Et il n'inclut ni les vieux grabataires, ni les ratés. Il a fini son verre d'un trait. Allez, viens dans le grand salon. Le spectacle va commencer. Et tu es la vedette invitée. Il a tourné les talons. J'ai échangé un dernier regard avec Papy Marcel. J'ai glissé discrètement ma main sous son fauteuil pour activer le petit enregistreur numérique que j'avais apporté. Juste au cas où. Puis, je me suis levée, j'ai lissé mon jean délavé, et j'ai suivi mon frère vers l'abattoir. Sauf qu'il ne savait pas encore qui tenait le couteau. Le grand salon était un océan de soie, de velours et de parfums coûteux. Une cinquantaine d'invités se pressaient, des verres de cristal à la main. Je reconnaissais la plupart d'entre eux, des partenaires commerciaux de mon père, des amis de golf de Tanar, quelques cousins éloignés qui ne venaient que pour la nourriture gratuite. L'atmosphère était étouffante d'hypocrisie. Les rires sonnaient faux. Les compliments étaient des poignards déguisés. J'ai avancé dans la foule, tête basse, jouant mon rôle. J'ai senti les regards se poser sur moi, puis se détourner rapidement, gênés. Personne ne voulait être vu en train de parler à la honte de la famille. Une tante éloignée, tante Solange, m'a barré le passage avec son énorme chapeau à plumes. Oh, Ombeline. C'est toi? Mon Dieu, je ne t'avais pas reconnu. Elle a scanné ma tenue avec un petit sourire satisfait. On m'a dit que tu vivais à Paris maintenant. Tu travailles dans la restauration, c'est ça? C'était le code poli pour dire serveuse. Quelque chose comme ça, tante Solange, ai-je répondu. Je travaille avec le raisin. Ah, tu fais les vendanges? À ton âge? Quel courage! Enfin, il faut bien que quelqu'un le fasse.
Elle a ri et s'est tournée vers son mari. Tu entends ça, chérie? Ombeline est saisonnière. C'est tellement authentique. J'ai continué mon chemin jusqu'au buffet. J'avais faim, mais je n'ai rien pris. Je ne voulais rien devoir à cette maison, pas même une bouchée de pain. Au centre de la pièce, Tanar tenait la cour. Il était entouré de 3 investisseurs potentiels, des hommes en costume gris qui l'écoutaient avec attention. Je me suis approché discrètement, me cachant derrière un grand ficus. Et c'est pourquoi le fonds Valois garantit un retour sur investissement de 15% dès la première année, disait Tanar avec assurance. Nous allons diversifier nos actifs. L'immobilier de luxe, les vignobles. D'ailleurs, ce château va bientôt entrer dans le portefeuille du fonds pour sécuriser vos mises. J'ai serré les poings. Ils vendaient littéralement la maison sous leurs pieds. C'était un schéma de Ponzi classique. Il utilisait l'argent des nouveaux investisseurs pour payer les anciens, et maintenant que la source se tarissait, il jetait le patrimoine familial dans la fournaise. Mon père, Hubert, était à côté de lui, hochant la tête comme un pantin. Il ne comprenait probablement rien au montage financier de son fils, mais il était aveuglé par l'apparence de succès. Soudain, Tanar a tapé sur son verre avec une petite cuillère en argent. Le tintement cristallin a coupé court aux conversations. Le quatuor à cordes qui jouait dans le coin s'est tu. Mes chers amis, famille, partenaires, a tonné Tanar, ouvrant les bras comme un prophète. Merci d'être venus si nombreux pour célébrer Noël dans notre modeste demeure. Rire poli de l'assemblée. Ce soir est une soirée spéciale. Une soirée de vérité, de transparence. Une soirée où nous célébrons le succès, mais où nous devons aussi faire face à nos échecs. Son regard a balayé la salle et s'est arrêté sur moi, près du ficus. Un projecteur imaginaire s'est braqué sur ma silhouette misérable. Ma petite sœur Ombeline nous a fait l'honneur de sa présence après 5 ans d'absence, a-t-il continué, sa voix dégoulinante de fausse compassion. Nous savons tous qu'elle traverse une période difficile. Et en tant que frère aîné, j'ai senti qu'il était de mon devoir de l'aider à affronter la réalité. Il a fait un signe de la main. Ma mère s'est approchée de lui et lui a tendu un dossier bleu. Le dossier que Vasseur lui avait donné. Le faux dossier. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, non pas de peur, mais d'anticipation. Le piège était en place. La souris venait d'attraper le fromage. J'ai demandé à un professionnel d'évaluer la situation d'Ombeline, pour que nous puissions l'aider au mieux, a annoncé Tanar avec un sourire carnassier. Et les résultats sont édifiants. Il a ouvert le dossier. Le silence dans la salle était total. On aurait pu entendre une épingle tomber. Ou une guillotine. Le silence qui a suivi l'annonce de Tanar était différent du silence habituel d'une fête. Ce n'était pas un silence d'attente joyeuse. C'était un silence lourd, visqueux, chargé d'un voyeurisme malsain. Les invités, ces banquiers, ces notables, ces amis de la famille, savaient qu'ils allaient assister à une exécution publique. Et le pire? Ils aimaient ça. Tanar se tenait sur l'estrade improvisée devant la cheminée monumentale, le dossier bleu à la main comme s'il tenait les tables de la loi. Il savourait l'instant. Je voyais son pouls battre au niveau de son cou, juste au-dessus de son nœud papillon en soie. C'était l'excitation du pouvoir. Vous savez, a-t-il commencé d'une voix théâtrale, faussement triste, dans chaque famille, il y a des brebis égarées. Des âmes fragiles qui ne supportent pas la pression de l'excellence. Ombeline, ma pauvre sœur, a toujours eu du mal à trouver sa place parmi nous. Il a fait une pause, me cherchant du regard. Je suis sortie de derrière le ficus. Je me suis avancée vers le centre de la pièce, mes baskets sales crissant légèrement sur le parquet ciré. Je n'ai pas baissé la tête. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Continue, Tanar, ai-je dit doucement, mais ma voix a porté dans le silence de la salle. Ne te gêne pas pour moi. Il a eu un petit rire nerveux, surpris par mon audace, mais il a vite repris le dessus. Ah, vous voyez? Toujours cette défiance. C'est ce qui l'a mené à sa perte. Il a tapoté le dossier bleu. J'ai engagé Monsieur Vasseur, un enquêteur réputé, non pas pour juger ma sœur, mais pour comprendre l'étendue de sa détresse. Pour savoir comment nous, la famille Valois,
pouvons l'aider à sortir du ruisseau. Ma mère, assise au premier rang sur un fauteuil Louis XV, a sorti un mouchoir en dentelle et a tamponné le coin de son œil sec. « Oh, Tannard, tu es un saint », a-t-elle murmuré assez fort pour que tout le monde l'entende. Après tout ce qu'elle nous a fait subir. Mon père, Hubert, se tenait debout à côté d'elle, une main sur son épaule, l'autre tenant fermement son verre de whisky. Il évitait mon regard. Il fixait ses chaussures italiennes, complice par sa lâcheté. Tannard a ouvert le dossier. Il a froncé les sourcils, jouant la comédie de la consternation. Mon Dieu! Je ne pensais pas que c'était aussi grave. Il a levé les yeux vers l'assemblée, prenant un air tragique. Je vais vous épargner les détails les plus sordides, par respect pour mes parents. Mais il faut que la vérité soit dite, pour qu'Ombeline puisse enfin toucher le fond et rebondir. Il a tourné la première page. Page 1. Situation professionnelle, néant. Ombeline n'a déclaré aucun revenu officiel depuis 5 ans. Elle vit de petits boulots non déclarés, probablement. Il a laissé sa phrase en suspens, laissant l'imagination des invités combler les blancs avec des hypothèses dégradantes. Page 2. Logement. Elle est enregistrée dans une adresse de domiciliation pour sans-abri dans le 18e arrondissement de Paris. Une boîte aux lettres sociales. Elle n'a même pas de toit à elle. Des murmures ont parcouru la salle. C'est terrible. Une Valois, SDF? Quelle honte! Il devrait l'interner. Je restais immobile. Je sentais le petit enregistreur numérique chauffer contre ma cuisse dans ma poche. Chaque mot qu'il prononçait était un clou de plus dans son cercueil. Il mentait, bien sûr. Vasseur n'avait rien trouvé de tel. Tannard lisait un script qu'il avait lui-même rédigé, utilisant l'entête de l'agence de détective pour lui donner une légitimité. Et le pire? A continué Tannard, baissant la voix pour un effet dramatique. Page 3. Dettes et antécédents. Il semblerait qu'il y ait eu des incidents de vol à l'étalage. Des produits de première nécessité. De la nourriture. C'était le mensonge de trop. M'accuser de vol. C'est faux, a crié une voix tremblante. C'était Papy Marcel. Il avait fait rouler son fauteuil jusqu'à l'entrée du salon. Il était rouge de colère, luttant pour respirer. Tannard! Arrête tes mensonges. Ta sœur est honnête. Tannard a soupiré, comme on soupire face à un enfant turbulent. Emmenez grand-père dans sa chambre, s'il vous plaît. Il délire encore. C'est trop d'émotion pour lui. 2 serveurs se sont approchés de Papy. Non. Laissez-le, ai-je ordonné. Ma voix a claqué comme un fouet. Tannard m'a souri. Un sourire de victoire totale. Tu vois, Ombeline? Tu fais du mal à tout le monde. Il est temps que tu partes. Il a sorti une enveloppe de sa poche intérieure. Tiens. Il y a 200 € en liquide. Prends le train. Va-t'en. Dégage de ma vue et de ma maison. Il a jeté l'enveloppe à mes pieds. Elle a glissé sur le parquet et s'est arrêtée contre ma chaussure boueuse. Le temps s'est figé. C'était le moment. Le point de bascule. Je me suis baissé lentement. Non pas pour ramasser l'argent, mais pour refaire mon lacet. Puis je me suis redressé, j'ai croisé les bras, et j'ai regardé ma montre. Il est 20h30, Tannard. Ton spectacle est terminé. Le mien commence. La confusion a traversé le visage de Tannard pendant une fraction de seconde, vite remplacée par une colère arrogante. De quoi tu parles? Tu es sourde ou quoi? J'ai dit dégage. Sécurité. 2 agents de sécurité, des gorilles en costume noir qu'il avait loués pour la soirée, se sont détachés du mur et ont commencé à marcher vers moi. Les invités s'écartaient sur leur passage, formant un cercle autour de moi comme dans une arène romaine. Mon père a finalement levé les yeux de ses chaussures. Ombeline, s'il te plaît, a-t-il dit d'une voix faible. Ne fais pas de scandale. Prends l'argent et va-t'en. C'est pour ton bien. Pour mon bien, ai-je répété, sentant une rage froide m'envahir. Tu me chasses comme un chien pour mon bien? Tu laisses ton fils m'humilier devant tes amis pour mon bien? Tu es une ratée, a hurlé ma mère,
perdant son sang-froid. Elle s'est levée, renversant sa coupe de champagne. Tu n'as jamais rien réussi. Tannard, lui, a construit un empire. Toi, tu n'es rien. Une clocharde. Une ingrate. Ces mots résonnaient contre les murs lambrissés du château. C'était la vérité nue de ce qu'il pensait. Pas d'amour. Juste du jugement. Juste de la honte. Les gardes étaient à 2 mètres de moi. L'un d'eux a tendu la main pour me saisir le bras. Ne me touchez pas, ai-je dit calmement. Sortez, mademoiselle, ou on vous sort de force, a grogné le garde. Soudain, un bruit sourd a retenti. Boum. C'était la double porte principale du salon qui venait de s'ouvrir à la volée, frappant les butées d'arrêt avec violence. Un courant d'air glacé s'est engouffré dans la pièce, faisant vaciller les flammes des bougies. Tout le monde s'est tourné vers l'entrée. Un homme se tenait là. Il portait un trench coat beige usé, un chapeau feutre mouillé par la neige, et il mâchouillait un cure-dent. C'était Monsieur Vasseur. Et il n'était pas seul. À côté de lui, impeccable dans un costume 3 pièces bleu marine, se tenait Maître Cyprien, mon avocat, l'un des requins les plus redoutés du barreau de Paris. Derrière eux, 2 assistants traînaient des chariots remplis de dossiers. « Qui êtes-vous » a aboyé Tannard, furieux de cette interruption. « C'est une propriété privée. » Vasseur a avancé tranquillement dans la salle, ignorant les gardes qui, déstabilisés, ne savaient plus qui arrêter. « Bonsoir à tous » a lancé Vasseur d'une voix joviale. « Je suis Monsieur Vasseur. Le détective privé que Monsieur Tannard Valois ici présent a engagé. » Un murmure a parcouru la foule. Tannard a pâli légèrement. « Vasseur ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Je vous avais dit de m'envoyer le rapport. » « Ah, mais je l'ai fait, Monsieur Valois, » a répondu Vasseur en arrivant au centre de la pièce, juste à côté de moi. Il m'a fait un clin d'œil discret. « Le problème, c'est que vous lisez la version, comment dire, créative. Celle que vous m'avez dictée. Mais ma conscience professionnelle m'a obligé à venir livrer la version originale. » Vasseur a claqué des doigts. Ses assistants ont commencé à distribuer des brochures épaisses et glacées aux invités. Pas des photocopies. Des brochures de luxe. Tannard a essayé d'intervenir. Arrêtez. Ne lisez pas ça. C'est faux. Mais c'était trop tard. Le banquier principal, Monsieur Delorme, avait déjà ouvert la brochure qu'on venait de lui tendre. J'ai vu ses yeux s'écarquiller. Il a ajusté ses lunettes, incrédule. C'est le magazine Forbes, a-t-il demandé à voix haute. Page 42, Monsieur Delorme, ai-je dit. Monsieur Delorme a tourné les pages. Il a lu à voix haute, dans le silence de mort qui s'était installé. Les 30 entrepreneurs qui changent l'avenir de l'agriculture française. Numéro 1, Ombeline Valois, PDG et fondatrice de Viti AI. Valorisation de l'entreprise, 150 millions d'euros. Le magazine a glissé des mains de Monsieur Delorme et est tombé sur le sol. Ma mère s'est rassie brutalement, comme si ses jambes avaient cessé de fonctionner. Mon père avait la bouche ouverte, ressemblant à un poisson hors de l'eau. Tannard, lui, fixait la brochure au sol comme si c'était une bombe. C'est impossible, a-t-il bégayé. C'est un montage photo. Elle a payé pour ça. Je me suis avancé vers lui. J'ai retiré ma vieille parc à trouer, la laissant tomber par terre à côté de l'enveloppe de 200 €. En dessous, je portais toujours mon jean et mon pull usé, mais mon attitude avait changé. Je n'étais plus la petite sœur. J'étais le prédateur. Non, Tannard, ai-je dit. Je n'ai pas payé pour ça. J'ai travaillé pour ça. Pendant que tu dépensais l'argent de papa pour jouer au grand seigneur, je construisais un empire. J'ai fait signe à Cyprien. Maître, si vous voulez bien présenter la suite des réjouissances. Cyprien a souri, un sourire de loup. Il a posé une mallette sur la table basse, a sorti un ordinateur portable et l'a connecté sans demander la permission au système de projection géant que Tannard avait installé pour sa présentation. Mesdames et messieurs, a annoncé Cyprien. Vous venez de voir qui est réellement Mademoiselle Ombeline. Maintenant, passons au sujet principal de la soirée, qui est réellement Monsieur Tannard.
L'écran géant s'est allumé. Ce n'était pas une présentation PowerPoint. C'était une interface bancaire. Sur l'écran géant, des colonnes de chiffres rouges défilaient. C'était brutal, cru, indiscutable. Qu'est-ce que c'est que ça? A crié Tanard en se précipitant vers l'écran pour essayer de débrancher le câble HDMI. Vasseur, avec une agilité surprenante pour son âge, lui a barré la route. Il a posé une main lourde sur l'épaule de mon frère. On ne touche pas, monsieur Valois. On regarde. C'est éducatif. Cyprien a pris la parole, sa voix de ténor remplissant la pièce. Ce que vous voyez ici, ce sont les relevés bancaires du fonds d'investissement Valois sur les 12 derniers mois. Il a cliqué sur une ligne. Le 12 février. Virement de 450 000 € vers une société écran aux îles Caïmans. Motif officiel, consulting. Bénéficiaire réel, un site de paris sportifs en ligne illégal. Un hoquet de stupeur a parcouru l'assemblée. Le 18 juin, a continué Cyprien, impitoyable. Virement de 200 000 € vers le concessionnaire Porsche de Lyon. Achat d'un véhicule personnel au nom de la société. Il s'est tourné vers les investisseurs, ces hommes en costume gris qui commençaient à transpirer abondamment. Messieurs, votre argent n'a jamais été investi dans l'immobilier ou les startups. Il a servi à financer le train de vie d'un joueur compulsif qui essaie désespérément de combler ses pertes. Menteur, a hurlé Tanard. Son visage était cramoisi, ses yeux exorbités. C'est faux. Ce sont des faux documents. Elle a hacké le système. Oh, mais ce n'est pas tout, a coupé Cyprien. Il a cliqué sur un nouveau document. C'était un acte notarié scanné. Voici la pièce de résistance. Un acte de vente préparatoire, daté de la semaine prochaine. Objet de la vente, le domaine viticole du Clos des Fées. J'ai entendu un bruit de verre brisé. C'était Papy Marcel. Il avait fait tomber son verre d'eau. Il regardait l'écran avec une horreur absolue. Tanard? A-t-il murmuré. Tu as osé? Tanard s'est tourné vers notre grand-père, pris de panique. Papy, c'est pour le bien de la famille. C'est juste une formalité bancaire, je n'allais pas vraiment le vendre. C'était pour débloquer des fonds temporaires. Tu allais vendre la tombe de ta grand-mère pour payer tes dettes de jeu, ai-je crié, ma voix brisant enfin mon calme apparent. Je me suis tourné vers les invités. Regardez-le. Regardez-le, Golden Child. Il n'a rien. Il n'est rien. Tout ce que vous voyez ici, ce champagne, ces voitures, ce château, tout est hypothéqué. Il est en faillite personnelle depuis 6 mois. Il a organisé cette soirée pour vous escroquer une dernière fois, pour prendre votre argent et fuir au Brésil. Monsieur Delorme, le banquier, s'est levé. Il était blanc comme un linge. Est-ce que c'est vrai, Tanard, a-t-il demandé d'une voix tremblante. Dis-moi que c'est faux. J'ai mis les économies de ma mère dans ton fonds. Tanard a reculé, dos au mur. Il ressemblait à un animal piégé. Il a regardé ses parents. Papa, maman, dites-leur. Dites-leur que je suis un génie de la finance. Dites-leur. Mais Hubert et Chantal étaient pétrifiés. L'illusion de leur vie parfaite venait d'exploser en 1000 morceaux. Hubert regardait l'écran, faisant le calcul mental de ce qu'il venait de perdre. Chantal regardait les invités, voyant son statut social s'évaporer. Tanard, a balbutié ma mère. L'argent de la vente de l'appartement de Deauville, tu m'as dit que tu l'avais placé à 10%. Il n'y a plus rien, maman, ai-je dit froidement. Il a tout flambé. Tanard a éclaté d'un rire hystérique. Et alors? Et alors, a-t-il crié en écartant les bras. Oui, j'ai pris l'argent. Parce que j'en avais besoin. Je mérite cet argent. Je suis celui qui est resté. Je suis celui qui a dû supporter vos dîners ennuyeux, vos attentes ridicules. Ombeline s'est enfuie, elle. Elle a eu la vie facile. La vie facile? Je me suis approché de lui jusqu'à être nez à nez. J'ai dormi dans ma voiture pendant 3 mois, Tanard. J'ai lavé des assiettes le jour et codé des algorithmes la nuit. Personne ne m'a rien donné. Toi,
Tu as tout tué, et tu as tout détruit. Soudain, des gyrophares bleus ont illuminé les fenêtres du château, projetant des ombres dansantes sur les murs. Le son des sirènes, d'abord lointain, a envahi la cour. Cyprien a fermé son ordinateur avec un claquement sec. Et voilà la cavalerie. Brigade financière. J'ai pris la liberté de leur envoyer le dossier complet il y a 1 heure. L'arrivée de la police a provoqué un chaos indescriptible. Les serveurs ont cessé de servir, les invités se sont précipités vers la sortie pour éviter d'être associés au scandale, créant un embouteillage monstre dans le hall. 3 officiers de la police judiciaire sont entrés, leurs badges brillant sous les lustres en cristal. Ils ne sont pas venus pour discuter. Ils sont allés droit sur Tannard. Monsieur Tannard Valois? Vous êtes en état d'arrestation pour abus de confiance, escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux. Non. Non. C'est une erreur, a hurlé Tannard alors qu'on lui passait les menottes. Le cliquetis du métal a résonné plus fort que n'importe quelle musique. Papa! Fais quelque chose. Appelle le préfet. Tu connais le préfet. Mon père, Hubert, a reculé, se cachant presque derrière les rideaux. Je ne suis au courant de rien, monsieur l'agent, a-t-il bafouillé, la sueur perlant sur son front. C'est lui. C'est mon fils qui gère tout. Je suis juste un retraité. Je suis une victime aussi. Tannard a cessé de se débattre. Il a regardé son père avec une incrédulité totale. La trahison était palpable. Le Golden Child venait d'être sacrifié pour sauver la peau du patriarche. Tu me lâches, a soufflé Tannard. Après tout ce que j'ai fait pour maintenir ton train de vie? Les policiers l'ont entraîné vers la sortie. En passant devant moi, Tannard s'est arrêté. Ses yeux étaient remplis de larmes de rage. Tu crois que tu as gagné, Ombeline, a-t-il craché. Tu as détruit la famille. Tu es un monstre. Non, Tannard, ai-je répondu calmement. Je suis juste le karma. Alors qu'il l'emmenait, ma mère, Chantal, semblait sortir de sa stupeur. Son cerveau, câblé pour la survie sociale, venait de réaliser une chose cruciale, Tannard était fini. Mais Ombeline était riche. Ombeline était puissante. Ombeline était la nouvelle Golden Child. Elle s'est précipitée vers moi, enjambant presque le magazine Forbes au sol. Ombeline. Ma chérie, a-t-elle sangloté en essayant de me prendre les mains. Oh mon Dieu, c'est horrible. Ton frère nous a tous trompés. Heureusement que tu es là. Tu es si intelligente, tu l'as toujours été. Je savais que tu réussirais. J'ai regardé ses mains manicurées essayer d'agripper mon pull usé. Les mêmes mains qui avaient jeté mon écharpe 5 ans plus tôt. J'ai fait un pas en arrière, la laissant saisir le vide. Ne me touche pas, ai-je dit. Mais chérie, nous sommes tes parents. Nous avons besoin de toi. Ce château, les dettes, ils vont tout nous prendre. Tu peux nous aider, n'est-ce pas? Avec ta société, c'est une goutte d'eau pour toi de racheter les dettes. J'ai ri. Un rire sans joie. Tu as raison, maman. Je pourrais signer un chèque maintenant et effacer tout ce désastre. Son visage s'est illuminé d'espoir. Mon père s'est rapproché, reprenant un peu de couleur. Voilà ma fille, a-t-il dit. La famille se serre les coudes. Mais je ne le ferai pas, ai-je terminé. Leur sourire s'est figé. Pardon? J'ai dit non. Vous m'avez dit de dégager. Vous m'avez traité de clocharde. Vous m'avez laissé dormir dehors il y a 5 ans. Vous avez ri quand Tannard m'a humilié ce soir. Vous n'avez pas bougé le petit doigt. Je me suis tourné vers Cyprien. Maître, quelle est la situation juridique du château? La banque va saisir la propriété dès demain matin, a répondu Cyprien. Elle sera mise aux enchères. Parfait, ai-je dit. Je l'achèterai aux enchères. Via ma société. Ce ne sera plus la maison des Valois. Ce sera le siège social de ma fondation. Et nous, a crié ma mère. Où allons-nous vivre? J'ai ramassé l'enveloppe de 200 € que Tannard m'avait jetée. Je l'ai tendue à ma mère. Tiens. Prends le train.
Débrouille-toi. C'est pour ton bien. La fin de la soirée a été un mélange surréaliste de procédures policières et de drame familial. Les derniers invités se sont éclipsés par la porte de service, ironie du sort, pour éviter les journalistes qui commençaient déjà à s'amasser devant les grilles du château, alertés par les sirènes. Papy Marcel était resté silencieux pendant toute l'arrestation. Il était assis dans son fauteuil, les larmes coulant silencieusement sur ses joues ridées. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse pour Tannard. C'étaient des larmes de soulagement. Et de chagrin pour ce que sa famille était devenue. Je me suis approché de lui. On y va, papy? Il a levé les yeux vers moi. Où ça? Chez moi. Enfin, chez toi. J'ai acheté une maison près de mes vignes à Bordeaux. Il y a une chambre au rez-de-chaussée avec vue sur le jardin. Il y a du soleil. Et personne ne crie. Il a hoché la tête, un faible sourire dessinant ses lèvres. Emmène-moi loin d'ici, Ombeline. J'ai commencé à pousser son fauteuil vers la sortie. Ma mère s'est mise en travers de mon chemin. Elle ne pleurait plus. Elle était en mode attaque. Tu ne peux pas l'emmener. C'est mon père. Et tu ne peux pas nous laisser comme ça. Après tout ce qu'on a fait pour toi. On t'a payé tes études. J'ai remboursé chaque centime de mes études avec mon premier salaire, ai-je rappelé. Et pour papy, il vient de me désigner comme sa mandataire légale ce matin. Cyprien a les papiers. Tu es un monstre, a-t-elle hurlé. Une fille indigne. J'aurais dû avorter. J'ai arrêté le fauteuil. Je me suis penché vers elle, si près que je pouvais sentir l'odeur rance de son champagne et de sa peur. Non, maman. Je suis juste le produit de votre éducation. Vous m'avez appris que l'argent est roi et que les faibles doivent être écrasés. J'ai juste appris la leçon mieux que Tannard. J'ai poussé le fauteuil dehors, dans la nuit froide et pure. La neige continuait de tomber, recouvrant les traces de pneus des voitures de police. L'air était vif. Je n'avais plus froid. Cyprien m'attendait près de sa voiture, le moteur tournant. Vasseur était là aussi, en train d'allumer une cigarette. Beau spectacle, patronne, a dit Vasseur en tirant son chapeau. Ça valait mieux qu'un film. Envoyez-moi la facture finale, Vasseur. Et ajoutez une prime de danger. J'ai aidé Cyprien à installer papy dans la voiture. Avant de monter, j'ai jeté un dernier regard au château. Les lumières étaient encore allumées, mais il semblait déjà vide, mort. C'était une coquille vide, tout comme ma famille. J'ai vu la silhouette de mon père à la fenêtre du salon. Il regardait partir la voiture, un verre à la main. Il était seul avec sa femme hystérique et ses dettes. Il avait choisi son camp des années auparavant. Il devait maintenant vivre avec ce choix. Je suis monté dans la voiture et j'ai fermé la porte. Le silence de l'habitacle était apaisant. On rentre à la maison, ai-je dit au chauffeur. À Bordeaux? Oui. À la maison. Papy m'a pris la main. Sa peau était sèche et chaude. Tu as bien fait, a-t-il murmuré. Tu as sauvé l'honneur. J'ai sauvé ce qui pouvait l'être, papy. 3 mois ont passé depuis cette nuit fatidique. L'hiver a laissé place au printemps, et les premiers bourgeons apparaissent sur les vignes du Clos des Fées. Oui, j'ai racheté le domaine. Pas pour moi, mais pour l'intégrer à ma société. Nous l'utilisons maintenant comme centre de recherche pour nos technologies agricoles. Les vignes sont entretenues par des drones et des capteurs IA, mais l'âme du lieu est restée intacte. Papy Marcel passe ses journées dans le jardin, à superviser les jeunes ingénieurs. Il n'a jamais été aussi heureux. Il a repris du poids et rit à nouveau. Quant aux autres, Tannard a plaidé coupable. Ses avocats ont essayé de jouer la carte de l'incompétence et de la pression familiale, mais les preuves étaient trop accablantes. Il a pris 3 ans de prison ferme et 5 ans d'interdiction de gérer une entreprise. Il m'a écrit une lettre depuis sa cellule. Pas pour s'excuser, mais pour me demander de l'argent pour la cantine. Je ne lui ai pas répondu. Mes parents ont été expulsés du château 2 semaines après Noël. La vente aux enchères a à peine couvert les dettes de Tannard. Ils vivent maintenant dans un petit 2 pièces en banlieue lyonnaise. Ma mère a dû vendre ses bijoux.
Mon père travaille à mi-temps comme consultant, mais sa réputation est ruinée. Il m'appelle souvent. Il laisse des messages vocaux qui alternent entre les pleurs, les supplications et les insultes. Ombeline, c'est papa. Ta mère est malade. On a besoin de payer le chauffage. Rappelle-nous. Espèce de garce, tu laisses tes parents mourir de faim. On t'aime, ma chérie. Tout ça était un malentendu. J'écoute ces messages parfois, le soir, en buvant un verre de vin rouge de ma propre production. Mais je ne ressens plus rien. Ni colère, ni tristesse. Juste une indifférence polie. J'ai changé mon numéro personnel hier. C'était le dernier lien qui me rattachait à eux. L'autre jour, j'étais dans les vignes avec Fanny, mon assistante. Elle m'a demandé. Tu ne regrettes jamais? Ils sont ta famille, après tout. J'ai regardé une jeune pousse de vigne que nous venions de greffer. Tu sais, Fanny, en viticulture, il y a une technique importante qu'on appelle la taille. Il faut couper les branches mortes ou malades pour que l'arbre puisse donner des fruits. Si tu laisses le bois mort, il étouffe la plante. Il propage la maladie. J'ai coupé une branche sèche d'un coup sec de sécateur. J'ai juste taillé ma vie. Et regarde comme elle fleurit maintenant. J'ai appris à la dure que le sang ne fait pas la famille. La famille, ce sont les gens qui vous soutiennent quand vous êtes au fond du trou, pas ceux qui vous y poussent. La famille, c'est Papy Marcel qui m'a défendu quand il pouvait à peine respirer. C'est Cyprien qui a passé sa nuit de Noël à préparer ma défense. C'est Vasseur qui a choisi la vérité plutôt que l'argent facile. Je suis Ombeline Valois. J'étais la clocharde, la ratée, la honte. Aujourd'hui, je suis libre. Et croyez-moi, la liberté a un goût bien meilleur que n'importe quel grand cru. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. C'était difficile de revivre ces moments, mais je voulais partager ça avec vous pour vous dire une chose, ne laissez personne définir votre valeur, pas même votre famille. Surtout pas eux. Et vous? Avez-vous déjà dû couper les ponts avec un membre toxique de votre famille? Avez-vous ressenti cette culpabilité, puis ce soulagement? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires, je les lirai tous. Si cette histoire vous a touché, ou si vous avez juste aimé voir mon frère Tana recevoir ce qu'il méritait, laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour d'autres histoires de karma. Prenez soin de vous, et n'oubliez pas, la meilleure vengeance, c'est votre réussite. À bientôt.